Madame, Monsieur, bonjour. Place à votre programme d'été du mois d'août sur TV Liberté. Aujourd'hui, dans notre Zoom d'été, vous avez rendez-vous avec Anne Sicard, que vous avez l'habitude de voir dans l'émission d'Histoire passé-présent, en compagnie de Philippe Conrad. Elle est interrogée par Élise Blaise. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau programme de l'été. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Anne Sicard. Elle anime avec Philippe Conrad une partie de Passé-Présent. Anne Sicard, bonjour. Bonjour Élise. Alors Anne, on va commencer. On vous connaît peu puisque finalement vous êtes arrivée alors que l'émission Passé-Présent était déjà en cours. Vous avez pris le relais avec Catherine Gourin. Je pense qu'on peut en profiter pour lui faire coucou et l'embrasser. Ouais. Et puis, du coup, on n'a peut-être pas eu le temps de vous présenter, de raconter un peu votre parcours et c'est l'occasion. Alors mon parcours, alors maintenant ça remonte un petit peu à loin, mais j'ai fait des études d'histoire, ce qui est un peu logique en rejoignant Passé-Présent. Ensuite, j'ai travaillé pour un célèbre lunetier dans le service communication. Ensuite, j'ai travaillé au service communication d'une mairie des Hauts-de-Seine, comme attachée de presse et secrétaire de rédaction du journal municipal. Et puis ensuite, mon parcours s'est un petit peu diversifié parce que j'ai eu des enfants. J'ai voulu les élever et donc j'ai adapté mon projet professionnel à la disponibilité que je voulais donner à mes enfants. Et pas l'inverse, comme c'est Voilà, exact, pas l'inverse. Non, je pense que quand on fait des enfants, il faut j'avais pas envie de les confier aux autres, surtout dans leurs jeunes années. Je pense qu'ils ont besoin de leur maman. Donc ensuite, j'ai fait du courtage en crédit immobilier. Vous voyez, c'est quand même assez divers, exactement. Et puis, je suis retournée finalement à mes premières amours en devenant professeure d'histoire-géographie. Voilà, donc, mes études d'histoire me permettaient de le faire. Voilà, alors ça c'est mon parcours professionnel. Maintenant, j'ai un parcours militant aussi. J'ai très longuement milité au FNJ, il y a très longtemps de ça. Ce qui est très important, c'est que je suis fille de rapatriés d'Algérie, ce qui a évidemment défini mon engagement politique, parce que voilà, j'ai d'une famille qui a souffert de ça et j'ai été tout de suite politisée. J'ai tout de suite vu que les gouvernants pouvaient trahir leur peuple et ça nous a donné plus envie de nous battre que de renoncer. Donc voilà, je me suis engagée politiquement. J'ai été également réserviste de l'armée de terre, comme conductrice ambulancière, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Maintenant, c'est totalement courant, puisque les garçons et les filles sont mélangés en plus dans les unités combattantes. Oui, d'ailleurs, c'est pas des garçons et c'est pas des filles, voilà. C'est genre 1, genre 2. Exactement, c'est vrai, ça n'existe plus. Mais, très pessimiste en fait. Oui, ça va pas du tout, il faut se mettre à la page. Oui, exactement. Donc voilà, j'ai même défilé sur les Champs-Élysées, voilà, ça c'est comme conductrice ambulancière. C'était une belle expérience. C'était une belle expérience. J'ai quand même un désir d'action. J'ai toujours voulu agir. J'ai fait beaucoup de scoutisme aussi, ce qui m'a formée. C'est là où j'ai aimé me débrouiller dans la nature. J'aime aussi la force du groupe. D'un groupe constitué qui regarde dans la même direction. J'aime ça, je veux pas Voilà pour mon parcours personnel. Et alors tout ça vous a amené à TV Liberté ? Exactement. Pour venir en aide à Philippe Conrad. Philippe Conrad m'a demandé de prendre la succession de Catherine Gourin, ce qui a été pas facile. Et puis c'est très intéressant, c'est passionnant. Moi j'aime beaucoup. Alors je fais cette petite chronique de 10 minutes. Alors moi j'aime l'histoire à travers les anecdotes. J'aime l'histoire à travers l'humain. Donc j'aime aller chercher des personnages qui sont méconnus, souvent des femmes. Parce que c'est vrai que l'histoire a laissé peu de traces, à part les grandes figures féminines qu'on connaît tous. Il y a des personnalités féminines qui appartiennent à des époques passionnantes et qui ont eu des destins passionnants. Donc j'aime mettre en valeur et faire connaître C'est une historienne féministe, presque. Voilà, alors féministe, on met beaucoup de choses dedans. Je savais que ça vous On met plairait. beaucoup de choses dedans. J'ai un côté féministe quand même. J'ai un côté féministe parce que je pense quand même que si on a les excès du féminisme aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a eu... d'autres ont fait cette analyse. Il y a eu cette ornière du 19e siècle qui quand même tenait la femme dans un rôle mineur. Il y a le fameux code Napoléon. On peut admirer Napoléon. Moi, j'admire beaucoup Napoléon comme homme d'État. En tant que femme, je pense qu'il a réglé des comptes personnels. C'est probable. Voilà, exactement. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu une réaction
voilà, ça a été facile. Donc le terrain était là pour donner les excès du féminisme. Alors Anne, on va commencer la deuxième partie de cet entretien avec la première question du questionnaire personnalisé. À 10 ans, quel métier vouliez-vous faire? Alors j'avais 2 métiers qui n'ont rien à voir. Je voulais être archéologue ou actrice. D'accord. Voilà. Archéologue, l'amour de l'histoire, de la recherche, de la découverte. Actrice, je trouvais ça très plaisant de pouvoir être plusieurs personnages dans une vie. Finalement, TV Liberté, c'est c'est ça l'histoire, la présentation d'émissions, c'est un peu la conjugaison de tout ça. Exactement, on va dire ça. Alors pour vous, Anne, quel symbole, qu'est-ce qui symbolise la liberté? Un sac à dos. Voilà, un sac à dos, pour moi, voilà, c'est parce que c'est les grands espaces, c'est l'absence d'horaire, la grande nature, pouvoir partir, se débrouiller seul, se détacher des biens matériels. Voilà, je pense que vraiment, pour moi, c'est ce qui représente la liberté. Une femme qui ne coûte pas trop cher, alors. C'est ça. Un défaut insupportable à vos yeux? L'ingratitude. Voilà, je trouve qu'on est dans un monde vraiment où les gens ne savent plus dire merci. Même dans les petites choses. Voilà, même dans les petites choses, dans le quotidien, on ne sait plus dire merci. Voilà, les gens ont l'impression que c'est dû. Voilà, que c'est dû. Voilà, je trouve ça très triste. Voilà, ça faisait partie. Quand on arrive à dire merci, ça fait partie aussi de ce savoir-vivre, à la française, de savoir-vivre. Et alors, quand je dis dire merci, ça peut être, je dis encore une fois, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Une forme d'humilité aussi dans la capacité à avoir. Et puis aussi savoir dépendre, reconnaître qu'on peut dépendre des gens. Et alors, à l'inverse, une qualité louable? Alors, la loyauté. Voilà, la loyauté, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que c'est le respect de la parole donnée. C'est le respect de l'engagement vis-à-vis d'une cause, vis-à-vis de personnes. Oui, je pense que la loyauté aussi est une qualité rare aussi qu'on ne retrouve plus. Ça a un côté aussi, il y a de l'honneur dans la loyauté. Hein, tout des valeurs qui sont malheureusement qui n'ont plus beaucoup cours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous? Alors ça, c'était la question difficile parce que il y a beaucoup. J'aurais pu dire l'écologie, ou l'amour de la nature, des animaux, etc. Mais en fait, on sait très bien que l'écologie n'appartient pas à la gauche et qu'elle a été récupérée, donc je ne peux pas dire ça. Donc je vais dire quelque chose d'absolument futile. Je vais dire la fête de la musique. Ah tiens, c'est adepte de Jack Lang. Bah oui, enfin pas de Jack Lang, mais en tout cas je trouve que voilà, c'était effectivement très gauche. Il y avait que la gauche qui pouvait mettre les gens dans la rue pour faire de la musique le 21 juin. Alors voilà, moi j'aime bien la fête de la musique. Puis c'est le 21 juin. Voilà, et c'est le 21 juin, voilà, le solstice, exactement. Mais j'aime bien, voilà, je trouve que rassembler des gens autour d'instruments, souvent, alors il y a beaucoup de gens qui critiquent, bon évidemment il y a le pire, mais il y a parfois le meilleur. Et on peut passer un bon moment. Et ne soyons pas rabat-joie. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de droite en vous? Alors j'imagine que c'est plus facile. Alors c'est plus facile, beaucoup de choses sans doute, mais certainement la conscience d'un héritage. La conscience d'un héritage évidemment familial, comme je le disais au début, la conscience d'un héritage national, européen, culturel. Voilà, je pense que c'est... je pense que voilà, c'est ce qui est de plus de droite. J'aime beaucoup, j'ai un petit côté vieille France aussi. J'aime bien les choses vieille France. J'aime bien les gens qui s'habillent un peu vieille France. J'aime bien le savoir-vivre un peu vieille France. Voilà, j'aime ça. Voilà, ça pourrait être de droite aussi. Alors une citation préférée, une citation vieille France aussi. Alors non, alors les citations. Alors il y en a une que j'aime beaucoup, qui est souvent présente à mon esprit. C'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors, mais il paraît que c'est Lénine qui est auteur de cette citation, ce qui m'étonne un peu. Tout le monde a des fulgurances. D'autres disent que c'est Luther. Donc, j'aurais pu dire aussi Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, il y en a plusieurs. J'aurais pu dire également rien ne s'est fait sans passion, rien de grand ne s'est fait sans passion de Hegel. C'est voilà ce qui pourrait représenter. Bon, du coup, on en a eu 3, 4. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai beaucoup de mal à choisir toujours. Choisir, c'est à part pour mes idées. La personnalité avec qui vous aimeriez dîner ou auriez aimé dîner s'il est décédé? Alors, la comtesse Markievicz.
la comtesse Marquievite, qui est peu connue, voilà, un des personnages que j'ai fait ressortir, en tout cas que j'ai essayé de faire ressortir de l'oubli, qui est une comtesse, une aristocrate anglo-irlandaise, qui s'est engagée auprès des indépendantistes irlandais, a rejoint vraiment, qui avait des idées très sociales aussi, non seulement patriotes, mais également des idées très sociales, qui a beaucoup aidé le peuple irlandais, qui a fondé un mouvement de scoutisme, d'ailleurs pour contrer le mouvement de Lord Baden-Powell, et qui est allé jusqu'au bout de ses idées en s'engageant, en prenant part à l'insurrection de Pâques en 1916. Voilà, et elle a été emprisonnée. Elle n'a pas été fusillée parce qu'elle était une femme. Hein, mais autrement, elle aurait rejoint le sort de Patrick Pearse et de tous les chefs de l'insurrection de Pâques en 1916. Voilà, j'aurais voulu dîner avec cette femme de conviction qui, elle, justement, fait preuve de loyauté, de courage, de fidélité. Quelle boisson pour retrouver la joie et fuir la tristesse? Une bière fraîche. Voilà. Tiens donc. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la bière. Mais j'aime, voilà, ça, je trouve bière belge, amère plutôt les bières allemandes, on va dire, oui. Ouais, bière française ou allemande. Voilà, j'aime beaucoup la bière. Je trouve que c'est une boisson très festive qui désaltère. Voilà. Eh bien d'accord. On va continuer avec les vacances idéales. Alors, est-ce que là encore, il y a le compagnon sac à dos qui va revenir? Non, alors justement pas. Je vais être beaucoup plus classique parce que mes vacances idéales, c'est des vacances tout à fait classiques en bord de mer, dans une grande maison, avec la famille, des amis. Une région en particulier? Alors, même chose. Je passe mes vacances en Bretagne Nord. Mais pour autant, j'aime beaucoup la Méditerranée aussi. C'est deux ambiances différentes. Voilà, je pense que les deux se complètent. Voilà, une maison avec des temps de lecture, des temps de fête, de convivialité. Et puis surtout, pouvoir, ce que je dis, écouter passer le temps. Voilà, c'est ça les vacances. Alors, vous avez parlé des temps de lecture, ça tombe bien, ça fait la jonction avec la question suivante. Que lisez-vous sur la plage? Eh bien, je ne lis pas de livres sur la plage parce que je déteste le sable dans les livres. Donc, je lis des magazines, du plus futile au plus sérieux. Alors, voilà. Le plus futile, allons-y. Alors là, confidence pour confidence. Généralement, je pique les magazines féminins de mes amis. Donc, c'est généralement. Pas les acheter. Non, rarement. Non, franchement. Allez, je vais te dire, qu'est-ce que je peux lire comme magazine féminin Avantage. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y en a un, voilà, Avantage. Mais voilà, ça va vraiment. Puis vraiment, j'ai une amie qui achète beaucoup de magazines féminins. Donc, comme on va souvent ensemble à la plage, je peux lire. Et puis autrement, après, je peux lire Valeurs Actuelles, Conflits, Éléments. Voilà, c'est tous des magazines plus sérieux. Mais au moins, voilà, je rapporte pas de sable dans mon lit. Eh ben, c'est déjà pas mal. Bon, pour finir cette émission, Anne Sicard, on continue à la rentrée avec Passé Présent? Bien sûr, on continue Passé Présent. Il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler. Eh ben, c'est quand même embêtant dans mon parcours, c'est que en fait, je m'occupe aussi, je suis depuis sa fondation membre de l'Institut Iliade. Je m'occupe des formations d'ailleurs de l'Institut Iliade, Institut Iliade qui, comme vous le savez, est un institut de formation qui a plusieurs promotions. Nous arrivons déjà à la 8e en octobre prochain. Et qui organise le fameux colloque de l'Institut Iliade au mois d'avril. Nous avons aussi les jeudis littéraires, parce qu'on a beaucoup de projets, les jeudis littéraires, le prochain d'ailleurs est jeudi prochain, en partenariat avec la Nouvelle Librairie. Une exposition d'affiches et d'art au mois de septembre. Beaucoup de projets, voilà, en plus de Passé Présent. Effectivement, je rejoins à nouveau. Mais en plus, donc ça va. On sera pas oui, c'est en plus. Non, on ne serait pas privé. Voilà, mais ça fait beaucoup de. Voilà, il faut être derrière la barricade, comme je dis toujours. Et ben, c'était Derrière les barricades avec Anne Sicard. Merci beaucoup, Anne. Bonnes vacances, Élise. Le meilleur de TV Liberté à présent avec un acteur décédé il y a seulement 1 an. Il s'agit de Claude Rich, connu notamment pour son rôle dans Le Crabe-Tambour. Il avait été interrogé par Arnaud Guyojanin dans une émission de cinéma sur TV Liberté seulement 2 ans avant sa mort.
Merci Claude Rich de nous accueillir dans votre maison d'Orgeval. Vous avez fait la connaissance de Pierre Schoendoerfer un petit peu avant le Crabe-Tambour, dans lequel vous jouez avec Jacques Perrin, Jean Rochefort, Jacques Dufilot, etc. Puis vous avez tourné ensuite avec lui à la fin des années 2000 dans Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Pierre Schoendoerfer nous a quittés il y a 3 ans. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment vous avez fait la connaissance de Pierre Schoendoerfer ? Eh bien, j'avais déjà vu le film avec Bruno Kremer et Jacques Perrin. La 310e section. La 317e section, que j'avais admiré par-dessus tout, et que c'était un film de guerre, mais tellement bien fait, tellement différent des autres. Et puis, j'ai parlé avec lui, il m'a touché beaucoup. Schoendoerfer, alsacien comme moi, de Strasbourg, il a su parler de la guerre sans être un va-t-en-guerre. Oui. Il a su parler de la guerre avec toute la cruauté, la franchise, la loyauté. Et je me suis mis à aimer les soldats plus que la guerre m'avait appris que 2-3 ans avant à la haïr quand j'étais en France. Quand vous aviez 17 ans. Quand j'avais 17 ans. Vous aurez plus tard l'occasion d'ailleurs de tourner, enfin avant le Crabe-Tambour et après la 310e section, 2 rôles dans le film de René Clément, Paris brûle-t-il, oui. Dont le rôle de Leclerc. Oui, c'est ça. Et du capitaine de la Fauchardère. Voilà. Alors, j'ai été vraiment fasciné. Je pourrais dire que Schoendoerfer, quand il est mort, c'était mon frère qui s'en allait. J'avais beaucoup travaillé avec lui, je me sentais ce qu'il a écrit, toujours ayant le courage d'aller contre une époque où quand on allait au cinéma, les étudiants, les machins criaient « à bas l'armée, à bas l'armée ». Et quand ils voyaient l'armée rouge qui défilait au Kremlin, bravo, bravo, bravo. Alors Schoendoerfer savait faire la part des deux, quoi. Je veux dire, il montrait que ces militaires qui étaient là n'étaient pas forcément des militaires de carrière, c'était des militaires qui avaient été engagés pour aller sauver voilà, ce qu'on possédait et puis, en Indochine, puis en Algérie. Oui, en Algérie. Enfin, on a trouvé avec Schoendoerfer des tas de points communs. Alors, il vous a engagé donc sur le Crabe-Tambour. Voilà, alors il m'a dit, écoute, tu es pour moi un personnage de ce film, lequel tu as envie de jouer? Ah oui, soit le rôle de Perrin, soit le rôle de Rochefort, soit votre propre rôle de médecin, narrateur. Voilà, et il m'a proposé plutôt les 2 autres. Ah oui. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, je ne me voyais pas très bien dans le Crabe-Tambour. Dans le rôle de Jacques Perrin, oui. Je ne me voyais pas très bien là-dedans. Peut-être que vous vouliez un rôle un tout petit peu plus tourmenté, alors que le personnage de Jacques Perrin est plus solaire. Alors moi, je me trouvais un peu trop gamin, quoi. Je veux dire. Oui. Un peu trop gamin. Et alors il m'a dit, ben alors le général, le commandant, je lui ai demandé de réfléchir et puis je lui ai dit que je ne me voyais pas dans le commandant. C'est le rôle de Rochefort. Oui. Schoendoerfer avait souhaité que nous soyons dans les cabines de nos équivalents marins en grade. Oui. Moi, j'ai été avec le lieutenant de vaisseau Giraud, le fils de l'amiral. Alors, il est beaucoup question dans ce film de la parabole des talents. Oui. Et on sait que Schoendoerfer était un chrétien protestant fervent, oui. Vous, un catholique fervent également. Est-ce que votre foi commune vous a rapproché aussi? Je pense qu'on avait les mêmes... oui, un protestant, un catholique. Vous étiez chrétiens tous les deux. Oui. Et la parabole des talents vous parlait. Mais, tout à fait.
Tout à fait. Mais tous les personnages, d'ailleurs, dans le film s'en servent à un moment donné. Oui, ils ont un langage, ils ont tous un langage qui leur est commun. Oui. Et Schoendoerfer, c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est que j'ai l'impression que c'était ma famille qui faisait un film sur... Moi, j'avais mon parrain, le frère de maman, était commandant aussi, 4 gallons, 5 gallons, je sais plus. Donc je me sentais aussi un marin par mon parrain. Et puis, non, ça a été... J'étais très, très, très heureux de faire ce film. 30 ans après, quasiment, vous tournez un deuxième film sous la direction de Pierre Schoendoerfer. Oui. Là-haut, un roi au-dessus des nuages. Vous jouez le rôle d'un journaliste du Figaro qui était pris d'un certain exotisme indo-chinois qu'il a connu bien avant. Oui. Il y retournera d'ailleurs à la fin du film. Est-ce que vous avez pu vous mettre dans la peau de ce journaliste un peu farfelu ? Oui, parce qu'il avait la même folie de ces pays-là. Il avait le même désir et il rejoignait mon rêve du crabe-tambour. C'était un cousin germain, quoi, je veux dire. Mais il y a beaucoup de références d'ailleurs dans Là-haut qui sont tirées du crabe-tambour. Oui. Il a toujours engagé un peu les mêmes acteurs. Oui, Kremer, Perrin, Dufilo, vous-même. Oui. Un des plus beaux qu'il ait fait, c'est le crabe-tambour, je crois. Ouais. Là-haut, j'ai aimé Là-haut parce que c'était la même musique. C'est un film pour initier, en quelque sorte. C'est un film pour Schoendoerfien, si je veux dire, qui résume les autres films de Schoendoerfer. Oui. Avec une petite note ironique, notamment à travers votre personnage de journaliste peu extravagant. Oui, c'est ça, oui. Et puis la façon dont il s'en va, comme ça. Enfin, c'était un rôle que j'ai bien aimé. Vous aviez autant de plaisir à tourner avec lui qu'à le fréquenter à la ville ? C'était un homme pour lequel vous aviez de la sympathie, voire de l'amitié. Est-ce que vous étiez proche de lui ? Très proche. Très proche. Et très proche, et on s'est beaucoup engueulé. Ah oui ? Enfin, beaucoup engueulé. C'est-à-dire que c'est plutôt lui qui m'a engueulé de réflexions que je lui faisais. Et puis le lendemain, on en parlait. Il reprenait son cours. Oui, le film aussi. Et puis quand il invitait chez lui à rentrer à Paris, il m'invitait à déjeuner, tout ça, tout le temps. Oui, je suis très content d'avoir parlé avec vous de lui, que nous avons tous, Rochefort, Perrin, Kremer, nous avons tous aimé par-dessus tout. Merci Claude Rich. C'est le temps de passer à notre rubrique Orage de papier. La Nouvelle Librairie vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir La France contre les robots de Bernanos. Un demi-siècle après Bernanos, nous pouvons témoigner qu'il a dit vrai. Nous pouvons même nous avancer encore plus loin que lui. L'ennemi le plus implacable et le plus destructeur de toute vie de l'esprit, c'est le capitalisme industriel. Mais de quel livre Jacques Juillard parle-t-il en ces mots ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orage de papier. Aujourd'hui, je vous présente La France contre les robots de Georges Bernanos. C'est sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que Bernanos écrit ce petit pamphlet prophétique, véritable déclaration de guerre à la civilisation des machines, au culte de la vitesse et du rendement effréné, à l'idolâtrie du profit matérialiste. Ce livre est tout d'abord le livre d'un constat, celui de l'emprise grandissante de la technique sur l'être humain et sur ses libertés. Pour Bernanos, qui a passé sa jeunesse chez les Camelots du Roi, cette invasion prend racine dans l'idéologie des Lumières et le révolutionnarisme de 1789. Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté, nous dit-il. En effet, des pans entiers de la vie humaine pâtissent de cette invasion machiniste. Le sens de l'honneur, par exemple, mais aussi l'architecture, le vêtement, et surtout les délicates racines qui attachaient l'homme à la terre de ses ancêtres. L'homologue technique est un phénomène entièrement nouveau qui écrase ce que le monde avait connu jusqu'à là, c'est-à-dire des outils, plus ou moins perfectionnés, mais des outils qui restaient comme le prolongement des membres. La distinction entre l'outil et la machine est particulièrement pertinente pour expliquer la démesure engendrée par la révolution industrielle.
Mais plus qu'un simple constat, qu'une simple plainte, qu'un aveu de défaite, la France contre les robots, c'est aussi un message d'espoir et de combat. Le combat de la France contre les robots. Bernanos veut nous rappeler que nous sommes avant tout des héritiers. Il nous réenseigne l'amour vrai de la patrie, maison, refuge et foyer des Français. Ils m'ont appelé d'un nom qui évoque d'abord à l'oreille le mot de paternité, mais ils ont fait ce mot féminin, parce qu'ils pensent naturellement à moi comme leur mère, et c'est vrai qu'ils m'aiment comme les enfants aiment leur mère. Cet essai devrait être mieux compris en ce début de XXIe siècle qu'au milieu du XXe lors de sa publication. C'est donc pour ça que je vous engage à le lire. Et puisque Bernanos prédit aussi une révolte des élans généraux de la jeunesse contre une société trop matérialiste, eh bien, donnons-lui raison. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Orage de papier. Je vous engage vraiment à lire cet essai et je vous dis à la prochaine fois. Et on se quitte pour aujourd'hui sur le traditionnel dessin d'Ignace réalisé dans le cadre de l'émission Bistro Liberté. Le dessinateur nous y croque le président états-unien et son homologue saoudien MBS, Mohamed Ben Salman, en train de danser ensemble. Un dessin qui illustre bien le jeu d'alliance entre la puissance américaine et la monarchie sunnite, dont l'aide financière apportée à des organisations terroristes n'est plus un secret si vous avez bien suivi les JT de TV Liberté. Voilà, merci d'avoir suivi ce programme d'été. Vous pouvez nous retrouver tout l'été sur TV Liberté. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec la rédaction de TV Liberté et le journal télévisé dès le lundi 19 août sur tvliberté.com.